Merci à tous d'être présents pour cette keynote. Comment réduire la dette émotionnelle d'une équipe en présentiel ou à distance? Alors, je me présente. Je m'appelle Marine Coll et je suis maman de 2 petits garçons. Et j'ai 2 grandes passions dans la vie. Donc la première, c'est les voyages. J'ai visité plus de 54 pays, enfin plus, exactement 54 pays, souvent en sac à dos et toute seule. Et ma deuxième passion, c'est que j'adore tout ce qui concerne la psychologie, notamment le développement personnel. Et dans la vie professionnelle, je suis coach. Alors, quel genre de coach je suis? Je suis déjà coach en entreprise. Pour la petite histoire, j'ai commencé en tant que développeuse et puis j'ai évolué en tant que chef de projet, Scrum Master pour ceux qui connaissent, puis coach agile. Et aujourd'hui, en fait, je suis un coach un peu plus global, c'est-à-dire que je coach des individus, des équipes et des organisations pour atteindre des objectifs communs. Je fais également donc du coaching agile, mais pour moi aujourd'hui, l'agilité, c'est juste un moyen. Donc ça fait partie de mes outils, mais j'ai également d'autres outils. Et je suis également coach en développement professionnel et personnel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que j'ai des individus qui viennent me voir pour des problématiques, et ça peut être une problématique dans un cadre professionnel comme j'aimerais retrouver l'envie de me lever le matin pour aller travailler. Ça peut être une problématique de type plus personnel, c'est-à-dire je me trouve nulle et j'aimerais avoir confiance en moi. Et donc ces personnes, je les accompagne sur plusieurs séances, on échange également des outils, et jusqu'à présent, ils sont tous contents et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Pour cela, je suis diplômée d'un master de coach professionnel et comme je suis passionnée par vraiment la psychologie, j'ai repris les études, j'ai repris 6 ans d'études en psychologie en vue de devenir psychothérapeute. Ce que j'aime également, c'est transmettre en vulgarisant, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans la vie, que ce soit le coaching ou que ce soit la psychologie, et j'essaye vraiment de le rendre le plus accessible possible. Donc je fais ça en utilisant principalement des dessins, donc via des conférences. J'ai également un blog où je fais des bandes dessinées qui s'appelle Vie ma vie d'agiliste. Et depuis récemment, je suis co-auteure avec d'autres agilistes sur une collection de livres qui s'appelle les cookbooks, où on vulgarise des manières de faire de la facilitation. Et j'ai également la chance de participer de temps en temps à des épisodes de Scrum Life, qui est la première chaîne YouTube francophone qui parle de l'agilité. Si vous voulez en savoir plus, vous avez mes coordonnées, vous avez mon site pro qui s'appelle marinecoll.com. Alors, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la dette émotionnelle d'une équipe? Alors, ce que moi j'appelle la dette émotionnelle d'une équipe, c'est très simple. C'est qu'au départ, vous voyez en bas à gauche, vous avez des personnes. Donc, c'est des individus qui font partie d'un groupe et on aimerait bien que ce soit une équipe. Alors, ces gens, c'est pas qu'ils s'apprécient, c'est pas qu'ils s'apprécient pas, c'est que ça va, c'est OK. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits problèmes qui vont arriver. C'est normal, on est humain. Et ces petits problèmes entre humains, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des conflits, ça peut être des incompréhensions. Ça peut être, il m'arrive de voir des individus qui disent sa tête, je ne sais pas pourquoi, elle ne me revient pas. Et ces petits problèmes entre humains, ça peut commencer, comme on voit, il y a le bonhomme vert et le bonhomme bleu qui ont un conflit, et les autres qui sont témoins. Et ces petits problèmes, si on ne les résout pas tout de suite, ils vont faire que de s'accumuler. Et puis ils s'accumulent, et puis vous allez ce que j'appelle la dette émotionnelle. Pour moi, une dette émotionnelle, c'est arriver au stade final où l'ambiance est toxique. Les gens s'insultent, les gens peuvent, entre guillemets, se taper dessus, et il y a vraiment une ambiance qui est déprimante, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui craquent. Et ce qui se passe, c'est que là, vous n'êtes plus une équipe, et les gens ne peuvent plus travailler ensemble, et ça devient un problème même pour l'entreprise. Alors, comment on fait ça? Comment on fait pour réduire cette fameuse dette émotionnelle? Il y a quelques années, j'étais donc Scrum Master, facilitateur d'équipe, et je me suis retrouvée dans une équipe où en fait c'était la guerre. Et c'était l'occasion pour moi de tester des outils et d'essayer de réduire cette fameuse dette émotionnelle. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que j'ai réussi. Et après ça, j'ai voulu continuer dans cette voie. Donc depuis, j'ai amélioré mes outils et je me suis rendu compte qu'il y avait 5 cas où il y avait une dette émotionnelle. Et je vais vous parler justement de ces 5 cas. Je vais vous parler de mon vécu et des outils que j'ai mis en œuvre. Donc dans le premier cas, vous arrivez, la dette émotionnelle existe déjà avant vous et vous dites j'aimerais la réduire. Et dans le premier cas, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est vraiment la guerre. Dans le deuxième cas, en fait, l'équipe n'est pas productive. L'ambiance, elle est bizarre. Elle est malsaine. Par contre, c'est tabou. Quand vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe si les gens ne veulent pas parler? Ils disent, chut, il ne faut pas en parler. Le troisième cas, en fait, c'est à distance. Comment on fait pour résoudre des conflits à distance? Bonne question. Dans les 2 derniers cas, je me suis rendu compte que la dette émotionnelle est née, en fait, en la présence de cette personne qui voudrait la résoudre. Donc, dans mon cas, en ma présence. Et donc, dans le cas numéro 4, ça m'est arrivé,
j'ai contribué, j'ai joué un rôle dans la création d'une dette émotionnelle. Donc j'étais témoin. Et dans le cas numéro 5, c'était pas mon cas, mais je me suis rendu compte qu'il y a des acteurs et que parfois ces acteurs, d'une mission à une autre, en fait, ils sont souvent acteurs de cette dette émotionnelle. Alors, le premier cas, c'est la guerre dans l'équipe. Ça pète dans tous les sens. Ce qui est important là de retenir, c'est que plus on attend pour résoudre une dette émotionnelle, et plus la dette dérape, jusqu'à ce qu'on arrive à cette fameuse guerre dans l'équipe. Et pour ça, je vais vous parler de ces différents niveaux. Il y en a 5 jusqu'à l'escalade la plus totale. Et ça vient de Lisa Atkins, de son livre Coaching Agile Teams. Donc le niveau 1, c'est 2 personnes. Donc je vais l'appeler rouge et violet. En fait, rouge et violet, par exemple, ont un problème. Ils ne sont pas d'accord sur la solution technique. Donc c'est un simple problème à résoudre. L'histoire pourrait s'arrêter là. Mais si en fait, l'histoire ne s'arrête pas là, c'est par exemple rouge, il insiste pour dire « mais non, c'est moi qui ai raison », alors vous arrivez au niveau 2. Le niveau 2, c'est un total désaccord. Rouge, il ressasse. Tant que violet n'a pas accepté que c'est lui qui avait raison, rouge, il ressasse. Parfois, avec le temps, ça suffit, la personne, elle oublie. Donc si la personne oublie, mais vraiment qu'elle digère, ça s'arrête là. Autrement, ça passe au niveau 3. Et là, c'est la compétition. À ce moment-là, en fait, rouge, il ne cherche plus à montrer que sa solution est meilleure que celle que violet. Là, son but, c'est de montrer que lui, en tant qu'être humain, il est meilleur que l'autre. Et ça sous-entend de dire que l'autre est nul. Donc là, ça devient vicieux. C'est là que ça commence à devenir toxique. C'est que, par exemple, rouge, dans certaines réunions, va faire des blagues, va se moquer de violet. Il peut se moquer même sur des attaques sur son physique, sur son entourage, sa femme. Ça peut vraiment aller très, très bas. Et si personne n'arrive à régler ce conflit qui grossit entre rouge et violet, on arrive au numéro 4. C'est la croisade. En fait, à force de nourrir en fait ce problème, rouge s'est trouvé des alliés, et pareil pour violet. Et ce qui est critique dans ce cas-là, c'est que personne ne sait quel était le problème d'origine. C'était juste rouge et violet qui n'étaient pas d'accord sur une solution technique sur un petit problème. En fait, au niveau 4, là, c'est vraiment, on a 2 clans, et ils ont des valeurs communes, et ils sont solidaires. Et le but de chaque clan, c'est d'être meilleur que l'autre. Et si vous ne réglez pas ça, vous arrivez au niveau 5, c'est la guerre mondiale. Donc là, le but du jeu n'est pas d'avoir un clan qui gagne, c'est vraiment, je vais mettre des guillemets, exploser l'autre clan. C'est que les gens partent, soit renvoyés, soit virés, même s'ils sont puisés, c'est pas grave. Quand je suis arrivée en fait dans cette fameuse mission dont j'ai en tête, on était au niveau 5, et ça a été clairement dit, il me dit « Marilyn, tu verras, l'ambiance, elle est vraiment toxique, c'est niveau 5, et on aimerait vraiment que tu fasses quelque chose, et que tu fasses en sorte qu'on arrive de nouveau à travailler de manière sereine, parce que là, c'est plus possible, il y a des clans de partout, il y a des choses qui ont été dites, il y a des mots qui ont été vraiment trop violents, trop agressifs, il y a des personnes qui sont malades, des personnes qui sont en arrêt maladie, des personnes qui ont été voir la RH pour dire « je me fais harceler, c'est plus possible ». Donc là, je vais vous résumer les différentes étapes que j'ai mis en œuvre. Ce que j'ai fait d'abord, c'est leur montrer comment reconnaître et assumer les problèmes tôt. Pour ça, j'arrive quand même, je viens d'arriver, j'essaie d'être discrète, j'essaie d'être neutre, et j'écoute, j'observe beaucoup ce qui se passe, j'essaie déjà de comprendre d'où viennent les problèmes. Et par exemple, je me rends compte que rouge a un souci. Je vais aller voir rouge, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Non, il n'y a aucun souci. Je traîne dans les couloirs et je vois que par exemple au niveau de la pause café, qu'il est en train de discuter avec vert, et il ressasse en disant « Oui, tu te rappelles, violet, ce qu'il a dit à la réunion, quand il a dit que ma solution technique a été pourrie, mais il s'est pris pour qui ?» Donc là, il y a un souci, il y a bien un souci entre rouge et violet. Très bien. Et vert est au courant, bien sûr. Ensuite, j'ai mis en place des échanges journaliers, des points de synchronisation. Et là, j'observe en demandant, alors qu'est-ce qui s'est passé hier? Vous en êtes où? Est-ce que vous avez des problèmes? Les gens ne parlent pas. Mais je vois bien que vert est mal à l'aise, il regarde ses pieds. J'observe qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est mal à l'aise à ce moment-là. Ils ont pas une solution technique. Et puis je vois qu'il y a des éclairs dans les yeux de rouge et violet. Ok, il y a quelque chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, tout le monde sait qu'il y a des problèmes. Tout le monde sait d'où viennent les problèmes, entre qui et qui. La question est, pourquoi est-ce que personne n'arrive à les résoudre? Et là, ce que j'ai fait, c'est que devant tout le monde, je leur ai dit, écoutez, moi, ça fait quelque temps que je suis là et que je vous observe. Déjà, j'ai été embauchée pour résoudre des conflits et on le sait tous. Donc maintenant, on ne va pas se leurrer. Donc, je suis très franche. Et moi, ce que je vais faire,
c'est que j'aimerais que vous me laissiez ma chance. Je pense que je peux vous aider à réduire ces conflits et je pense que vous serez tous gagnants. Et là-dessus, ils étaient d'accord pour dire qu'ils allaient tous gagnants. Par contre, personne ne voulait faire d'efforts parce qu'ils estimaient tous que le coupable, c'était le voisin. Pour moi, ce qui était clair, c'était non à la politique d'autrui. C'est-à-dire que si les gens, en fait, ne m'aident pas à résoudre les conflits, je ne pourrais pas le faire. Et pour ça, j'ai mis en œuvre un petit plan. Donc, après les avoir prévenus, j'ai dit à partir de demain, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre tous les nouveaux conflits. Je leur ai dit franchement, de toute façon, les anciens conflits, ça sert à rien, dans le sens où moi, j'étais pas là. Donc, j'essaie d'être factuelle, je peux pas croire rouge au détriment de violet, j'ai besoin de rester neutre. Donc, à partir de maintenant, c'est zéro conflit, je serai au courant de tout. Et j'ai essayé d'être au courant de tout. Donc là, il y a un point journalier et je vois qu'il y a encore un malaise. Je laisse courir le point journalier et juste au moment où on dit merci tout le monde, bonne journée, je fais rouge, violet, venez, je vous invite à prendre un café. Alors forcément, rouge et violet, ils n'ont pas envie. Déjà parce qu'ils n'ont pas envie d'être ensemble et ils trouvent ça suspect que la nouvelle facilitatrice veuille leur parler. Ok, on se met au calme, c'est moi qui invite le café, je commence à parler, alors vous avez fait quoi hier? Moi j'ai regardé Koh-Lanta, oui je suis fan de Koh-Lanta, donc j'essaie un peu de détendre l'atmosphère. Et ensuite, de manière très franche et très directe, j'affiche la couleur. Je dis écoutez, je vous avais prévenu que maintenant je rentrais dans une politique zéro conflit. Donc là, j'ai bien vu ce matin qu'il y avait quelque chose. Donc ne me dites pas que c'est faux, je suis pas bête, j'ai senti. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant, rouge, tu vas m'exprimer ton point de vue. Tu as clairement un problème avec violet, j'aimerais que tu me dises c'est lequel. Je regarde violet, je vais te demander de faire un effort et de ne rien dire, de ne pas réagir, enfin d'essayer de moins réagir possible pendant 1 minute. Si rouge déborde, je vais recadrer, c'est promis. Rouge, essaye de dire les choses, mais n'oublie pas que violet entend tout. Alors rouge, comment l'expliquer? Oui, il y a 1 semaine, violet, il a encore dit devant tout le monde que ma solution technique, elle était pourrie, c'est plus possible, je suis quand même senior, je peux plus accepter ça. Ok, et là je pose la question à rouge, est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Est-ce que c'est plusieurs fois que ça arrive? Mais c'est tout le temps. Tout le temps? Oui, c'est tout le temps. Ok, et si c'est tout le temps, pourquoi es-tu aussi en colère? Pourquoi tu te fais pas une raison? Bon, je fais de la provocation. Et là, rouge me dit, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que comme c'est tout le temps, on avait fait un point il y a 2 semaines. Et je lui ai partagé ma solution, il avait dit qu'il était d'accord. Alors pourquoi 1 semaine après, devant tout le monde, il me ridiculise? Moi, je me suis sentie trahie et j'ai pas compris. Et surtout devant tout le monde, j'ai pas accepté ça. Ok. Maintenant, rouge, j'ai entendu, je vais essayer de reformuler et je vais te demander le même exercice que violet, c'est pendant 1 minute, s'il te plaît, tu m'écoutes et tu ne dis rien. Même si c'est tentant, s'il te plaît. Et là, je regarde violet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand je fais ça, c'est pour ça que je me suis mouillée, c'est que je regarde violet pour que violet me regarde droit dans les yeux. Et quand violet me regarde droit dans les yeux, en fait, il ne voit pas que rouge est crispé et assez nerveux. Et ça l'aide à être en confiance parce que moi, je suis sereine. Voilà, donc mon visage lui inspire confiance. Et là, je dis à violet, bon, écoute, violet, t'en penses quoi de ce qu'a dit rouge? Et violet me dit, ah, mais franchement, il exagère, je n'ai pas dit que c'était merdique. Ok, et tu as dit quoi? Je sais plus. Mais en gros, est-ce que tu as critiqué sa solution? Oui. Ok, donc le mot, c'était peut-être pas merdique, mais tu as critiqué sa solution. Est-ce qu'il y avait des personnes devant? Ouais. Combien de personnes? Je sais plus. Plus de 5? Ouais, peut-être, ouais. Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te fasse la même chose? Ah bah non. Est-ce que tu comprends pourquoi rouge est en colère? Le fait que tu aies dit que sa solution était pourrie, je sais plus quel terme, devant plus de 5 personnes. Ouais, je comprends. Est-ce que c'est vrai qu'une semaine avant, il t'avait proposé sa solution? Franchement, je sais plus. Ok. Et là, en fait, après, je refais pareil, je traduis les propos de violet auprès de rouge. Et ensuite, ça se passe mieux. Et franchement, on sent que ça se dégonfle. Et ce que je leur explique, c'est ok, maintenant, vous voyez, c'est comme ça qu'on résout un problème. Je ne vais pas vous mettre d'accord. Maintenant, ce que je vous demande, c'est qu'on va faire un atelier et on va reparler de cette solution technique. Je vais vous demander de ne pas ressasser. Il a dit ça, j'ai dit ça, parce que j'étais pas là. Là, maintenant, c'est moi qui vais animer cet atelier et on va bien trouver la bonne solution technique. En fait, ils étaient contents parce que c'est la première fois qu'ils avaient réussi à résoudre un problème. C'est pas pour ça que rouge et violet sont fait décaler après, mais au moins c'était clos. Et ils en ont parlé aux autres, et j'ai fait ça vraiment avec tout le monde. Tout le monde. À chaque fois qu'il y avait un conflit, hop. Et ça marchait tellement bien qu'à un moment, il y en avait un qui me disait, il y a Vert qui me disait, Marilyn, j'ai entendu un conflit entre jaune et orange. Ah ok, super, donc j'y vais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça allait un peu mieux. Et ils m'ont dit, ok Marilyn, mais c'est toujours toi la médiatrice. Et tu ne peux pas être partout. Et ça tombe bien qu'ils me disent ça, parce que je suis d'accord, je ne peux pas toujours tout régler. Et je leur ai dit, maintenant, je vais vous former. Je vais vous former à ce que vous soyez capable, peut-être pas aussi doué que moi en tant que médiateur, mais que vous soyez capable de résoudre les problèmes au fil de l'eau pour éviter qu'ils s'accumulent.
Et là, pour ça, j'ai fait quelques petits ateliers et je me suis dit, en fait, il cherche un coupable. Mais en fait, s'il doit y avoir un coupable, moi je pense savoir c'est lequel. En fait, s'il y a un coupable, en fait, le coupable, ce serait notre nature humaine. Et c'est ce que je leur ai expliqué. Parce qu'on ne fait pas tous de la psychologie, on n'a pas tous conscience de ça. Premièrement, je leur ai expliqué que c'est souvent une histoire d'écoute. Et là, c'est une citation que j'aime bien. C'est le plus grand problème dans la communication, c'est qu'on n'écoute pas pour comprendre. En fait, on écoute pour répondre. Et soyez honnêtes, qui ne fait pas ça très, très, très souvent? On adore montrer qu'on sait, on adore aider les gens, on adore étaler notre science, etc., etc. Et puis on est pressé et on n'a pas que ça à faire d'écouter les gens se plaindre. Moi, c'est souvent ça les remarques que j'entends. Donc pour ça, je leur dis, ben voilà, maintenant ce que je vous propose, c'est quand en rouge, par exemple, il y a un problème, oh bah zut, ça va pas, il me manque un morceau de mon puzzle, il est où mon morceau de mon puzzle, c'est la cata, ma solution, du coup, elle pourra pas marcher. Vert, ce que je lui demande, c'est d'écouter pour comprendre. À partir du moment où il cherche une solution, il dit, ah mais j'ai trouvé, mais je sais où il est son puzzle. Ah mais non, mais il y a qu'à acheter une nouvelle boîte. C'est que je lui apprends à dire, dès que tu as des idées, tu essayes de les balayer. Tu dis, non, pas d'idée, j'essaye de comprendre. Est-ce que j'ai bien compris son besoin? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il dit? Et d'essayer de voir dans son visage, est-ce qu'il a l'air d'avoir peur, d'être en colère, d'être triste? D'essayer de toucher un peu l'émotion. Ensuite, deuxième étape, je lui demande en fait d'essayer de reformuler. Alors, au début, c'est un peu maladroit. Si j'ai bien compris, rouge, t'as perdu un morceau de puzzle. Ouais, c'est ça. Et tu voudrais une nouvelle pièce. Et elle ressemblerait plutôt à ci ou à ça. Ah non, je veux pas une nouvelle pièce, je veux ma pièce. Ah d'accord. Et pourquoi tu veux ta pièce à toi? Ah, parce qu'elle a une valeur symbolique. C'est bizarre, mais ok, c'est comme ça. Et c'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Ah, je crois que c'était hier. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que rouge, il se sent compris, entendu. Et donc, il se sent en confiance avec vert qu'il a compris et qu'il n'essaye pas de lui dire comment il doit faire. Et en discutant avec vert, avec ses questions, ça va lui donner des idées et il va retrouver sa pièce. Et là, si vous faites ça, eh ben, sachez que moi, je fais ça vraiment au quotidien. Enfin, aujourd'hui, c'est bon, mais à une époque, j'ai fait ça au quotidien. Eh ben, c'est ça, c'est comme ça qu'on pratique ce qu'on appelle l'écoute active. Autre point, c'est une histoire de point de vue. On est tous des êtres humains. Il y a trop d'informations à droite et à gauche. Et on ne peut pas tout voir. Et on est obligé de faire des choix. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a une même problème technique, comme on est tous différents, on a des idées différentes, on a chacun une solution différente. Vert, par exemple, pense qu'il faut un triangle. Rouge, il persiste à dire il n'y a qu'une solution, c'est étoile. Et violet, il persiste à dire il n'y a qu'une solution, c'est rond. Il est fort probable que tout le monde ait raison. Parce que c'est une question de perspective, c'est une question de point de vue. Et comment je fais ça? Quand je vois qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, justement sur la fameuse solution technique entre rouge et violet, je dis ok, très bien, moi je ne suis pas experte, je vais essayer de traduire ce que vous me dites. Et quelque chose que j'adore dire à mes équipes, c'est si vous ne vous comprenez pas, faites donc un schéma. Souvent, le problème, c'est une question de perspective. Et donc, moi, en tant que facilitatrice, je dis bon, alors du coup, rouge, pour le problème, tu proposes une étoile? Oui, mais l'étoile, tu la mettrais où au juste? Ah, je la mets là, ok. Et toi, violet, toi, tu penses que la solution, c'est un rond? Oui. Et là, le rond, en fait, il faut le remplacer avec l'étoile ou le mettre à côté? Plutôt à côté, plutôt à droite? Oui, c'est là. Et en fait, vous voyez qu'au final, c'est ça l'intelligence collective, parce que chacun a vu un bout de la solution différente, ensemble, on arrive à trouver une super solution. L'autre point de vue, c'est une histoire d'émotion. Et là, pour ça, j'ai besoin de vous expliquer la différence entre sympathie et empathie. Donc, dans la petite vignette, vous voyez qu'il y a rouge qui est triste. Il va voir vert, il dit oh, ça va pas, c'est encore violet, il a encore critiqué ma solution devant tout le monde. Et puis cette fois, il y avait le manager, franchement, il abuse. Vert, au début, il est joyeux, il a passé une bonne journée. Il écoute, et c'est pas de bol parce que c'est la deuxième vignette, c'est que Violet lui a fait la même chose 1 heure après Rouge. Et là, en écoutant l'histoire de Rouge, ça lui rappelle la sienne. Et il devient furieux, il n'est pas que triste, il devient furieux. D'ailleurs, il dit « je suis triste pour toi ». Et en fait, ça, c'est de la sympathie. Et la sympathie, c'est intéressant dans certains registres, mais pas dans le registre où on essaye de réduire d'être émotionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ça a créé une tristesse, de la colère chez Vert. Et c'est comme ça qu'on forme des clans. Et c'est comme ça que rouge et vert vont se dire, en fait, l'ennemi, c'est violet. Ils vont balancer une certaine partie de leur frustration sur violet, et c'est comme ça qu'on fait des clans. Ce que moi, je leur explique, c'est de travailler, en fait, à devenir empathique. C'est-à-dire de dire vraiment, je comprends. C'est-à-dire, on n'essaye pas de... Je sais que c'est pas facile, mais je les ai coachés un par un. Dire, voilà, le résultat, c'est que vert, il se rappelle qu'il est dans son corps, que c'est l'histoire de rouge. Il se concentre sur l'histoire de rouge, et c'est pas la sienne. Et par exemple, si quand il écoute l'histoire de Rouge, il se rappelle, il a un flashback de Violet qui s'est moqué de lui, il essaye
de dire: «Mais non, non, cette histoire, il faut que je la mette ailleurs, là, je me concentre sur rouge». C'est comme ça qu'on travaille son empathie. Alors, c'est aussi une histoire d'émotion, c'est-à-dire, moi, je leur apprends à être assertif, c'est-à-dire affirmer ce que l'on a à dire en se respectant et en respectant l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, moi, j'ai commencé un peu naïvement à les former à la communication non violente, parce que je pratique la communication non violente depuis plusieurs années. Et en fait, ça marchait pas parce que c'est trop compliqué la communication non violente. Donc, j'ai dit on va faire la version très 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 simple. J'explique. À partir du moment où il y a un conflit rouge, t'es pas content contre violet, tu vas voir violet. Tu le prends tout de suite à part et tu prends un témoin, tant qu'à faire. Et là, le témoin c'est vert. Et tu dis non, t'es pas d'accord. Et tu expliques pourquoi t'es pas d'accord. Bah, ça c'est non. C'est quoi ça? Le fait que ce matin, tu m'as ridiculisé encore une fois devant tout le monde, c'est non. Je ne veux pas que tu fasses ça parce que moi je passe pour un clown. Je déteste ça. Et après, la deuxième phrase qui est importante, c'est j'ai besoin d'eux. J'ai besoin que tu me respectes, c'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu me le dis en privé et qu'on ait le temps d'échanger et que tu aies vraiment essayé ma solution avant de dire qu'elle est naze. Et là, c'est super. Parce que quand on fait ça, Violet, il ne peut que l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il trouve que sa solution est bonne, mais il accueille, il peut comprendre. Et parce qu'il comprend que ce n'est pas contre lui, il comprend le besoin de Rouge. Et Rouge n'a pas besoin de maîtriser l'art de la communication. Rien que ça, c'est suffisant. Et ce qui est intéressant, c'est que comme Vert est témoin, comme lui aussi je l'ai formé à essayer d'être empathique, assertif, il peut recadrer en disant bah là, Rouge, tu vas peut-être un petit peu loin. Et donc on rentre dans un cercle vertueux où les gens vont apprendre à être de plus en plus empathiques et assertifs. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y a pas de médiateur, il faut au moins un protagoniste empathique et assertif. C'est ce que j'ai fait. Ils n'ont pas tous été à la fin, mais il y en a eu de plus en plus. Et s'il y en a de plus en plus, c'est largement suffisant. Et c'est comme ça que les nouveaux conflits vont être résolus un par un. Et en fait, à un moment, l'ambiance s'améliore. On arrive à un niveau 2-3 et les anciens conflits, en fait, ils passent à la trappe, on les oublie. Ce que j'ai également motivé à les faire, c'est les motiver à crever les abcès. Il faut vraiment aller là où ça fait mal, parce qu'au départ, on règle les petits conflits simples. Ah, ben, on n'est pas d'accord à la réunion de ce matin. Il y a des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus profondes. Et c'est ce que j'ai fait ensuite quand ils étaient prêts. J'ai mis en place cet atelier que j'appelle la carte de l'empathie. Si vous voulez savoir plus comment ça fonctionne, je vous ai mis les sources en bas. Vous pouvez regarder à tête reposée pour mieux comprendre le fonctionnement. Mais grosso modo, j'ai affiché, donc on était, je ne sais plus combien on était, parce qu'il y avait plusieurs clans, on était facilement une vingtaine, 25, peut-être 30 personnes, je ne sais plus, au moins 25. Et là, je leur ai dit, même par rapport à toute cette dette émotionnelle, tous ces conflits, vraiment tout. C'est-à-dire que là, je ne vous demande pas les nouveaux conflits, tout ce que vous traînez là depuis un an et demi, 2 ans. Dites-moi ce que vous pensez du conflit. Et vous le mettez dans la partie je pense. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est de voir leur jugement. Dites-moi ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez été témoin, parce que j'aimerais que ce soit factuel. Et dites-moi aussi ce que vous avez dit, ce que vous avez fait quand vous avez vu ces conflits. Et aussi, dites-moi ce que vous avez entendu, parce que parfois, on peut entendre des bruits de couloir. Et la partie après très importante, c'est maintenant réfléchissez. Si cette dette émotionnelle continue, qu'est-ce que vous perdez vous individuellement? Et inversement, si cette dette émotionnelle est résolue, qu'est-ce que vous allez gagner? Et ce que j'ai fait, c'était très intéressant parce que comme vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la partie je pense. En fait, les gens avaient plein de jugements. Par contre, dans la partie de ce qu'ils avaient vu ou de ce qu'ils avaient entendu, c'était pas très factuel en vrai. Et là où c'était intéressant, c'est qu'ils ont avoué qu'en fait, dans ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont participé à remettre de l'huile sur le feu. Ok. Après, ce que vous remarquez, c'est qu'ils ont mis beaucoup de gains. Énormément de gains, là, ils sont lâchés dessus. En fait, ils se disaient, nous, ce qu'on a vraiment envie, c'est si cette dette émotionnelle était résolue, déjà, on serait plus motivé au travail. On aurait moins une boule au ventre. Et puis, on arriverait à être beaucoup plus productif. On arriverait vraiment à avoir parce qu'on a les moyens de se faire un super produit de qualité. Et aujourd'hui, certains se disent, mais à quoi ça sert? Je gâche mon potentiel et je gâche ce produit qui est pourtant très prometteur. Et dans la partie justement de ce qu'ils perdent, c'est que les gens craquent, ils disent on va démissionner. Il y en a plein, là, quasiment tous les post-it, c'est je vais partir. Et là où pour moi c'est intéressant, c'est qu'ils ont tous dit officiellement on en a tous marre. Et juste avant, j'avais réussi à leur montrer qu'en fait, on pouvait résoudre des conflits au fur et à mesure. Et ça les a vraiment engagés. Je leur ai dit, maintenant, on peut vraiment aller au cran au-dessus. Donc, je vais vous faire des ateliers et vous allez voir, ça va aller crescendo, un par un. C'est parti. Aidez-les à décoder le langage de chacun. Oui, parce que, vous vous souvenez, c'est une histoire d'émotion, une histoire d'écoute et une histoire de point de vue. On pense tous différemment et tous différents.
Donc là, en fait, ce que je leur mets de départ, c'est le mur des humeurs. Ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans un cadre professionnel et que laisser les gens un peu parler de leurs émotions. Sauf qu'on est assez pudique. Et quand justement il y a des conflits, on n'a pas envie de dire qu'on est triste, qu'on a peur ou qu'on est en colère. Donc ce que je fais dans ce mur des émotions, vous avez la source en bas. Je demande à chacun, avant de faire un atelier, maintenant vous allez mettre votre prénom près du bonhomme qui vous ressemble le plus. Et vous n'êtes pas obligé d'expliquer pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Bob, il est en colère. Alfred, il a peur. Charlie, il est tout content. Lui, ça coule sur lui. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un message qui est envoyé. C'est attention, Bob est en colère, donc c'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu. Ah tiens, Alfred, il vient de reconnaître qu'en fait, il avait peur. À partir du moment où Alfred, il a reconnu qu'il avait peur, les autres ont de la sympathie, voilà, et de la compassion. Ils vont être un peu plus cool, ils vont essayer de faire en sorte de ne pas lui faire plus peur. Et ce qui est intéressant quand j'ai fait ça, c'est que dans ces équipes, il y avait des gens qui se détestaient vraiment, et pourtant le fait que Bob dise qu'il est en colère, que Alfred ait peur, les autres ont vraiment eu de la compassion, de la sympathie, ils ont fait des efforts. Et ça a été apprécié. Il y a cet atelier que j'appelle Motivation en mouvement en français. La source est Moving Motivators Cards, Management 3.0. Vous avez 10 cartes. Le but du jeu, c'est que je donne les 10 cartes à chaque membre de l'équipe. Et je leur dis maintenant, vous allez trier par ordre de priorité. Mettez-moi la motivation qui est la plus importante pour vous et celle qui est la moins importante pour vous. Deuxième étape, pour les motivations les plus importantes, vous me dites, est-ce que vous l'avez aujourd'hui dans la mission aujourd'hui ou est-ce que vous ne l'avez pas du tout? Et ensuite, je demande à tout le groupe de passer derrière chaque personne pour faire un débriefing. Et je leur pose des questions. Je pose des questions aux gens. Et là, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai l'œil, je regarde les cartes et je leur dis, tiens, c'est bizarre. Toi, cher manager, tu as dit que ce qui te motivait le moins, c'est le pouvoir. Oui, franchement, le pouvoir, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est moi ce qui m'intéresse. Je suis manager, ok, mais on ne me l'a pas vraiment demandé. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les autres, ils l'ont entendu. Parce que parfois, quand il y avait justement des problèmes de solutions techniques, ils reprochaient au manager, qui était aussi un des leaders techniques, de ne pas trancher. Mais lui, c'est pas ce qu'il veut. En fait, il cherchait le consensus. Et ça a donné des clés pour que les gens puissent échanger. Le deuxième cas qui est intéressant, c'est que c'est un testeur qui était très apprécié de tout le monde. Et ce qu'il a dit dans tout le monde, en fait, ce qui manque le plus, c'est d'être apprécié. Ah, les gens étaient choqués. Quoi? Mais on adore ton travail. Comment ça se fait que tu ressens ça? Vous voyez, comment ça se fait que tu ressens ça? Ça, c'est un jugement. Et lui, il a expliqué, en fait, comment ça se fait que je ne le sais pas? Comment vous voulez que je le sache? Vous ne me dites jamais. C'est toujours ce qu'il disait, le testeur, c'est oui, mais vous remerciez toujours les développeurs, mais on ne remercie pas beaucoup les testeurs. Ah oui. Et en fait, le fait qu'il ait exprimé ce besoin, les autres en ont pris conscience et ils se sont dit, ok, super, maintenant ils vont le remercier. Et c'est comme ça qu'on arrive à régler des petits bouts de dette émotionnelle. Un autre atelier, les valeurs de l'équipe. Donc ce que j'ai mis en place, c'est que j'ai demandé à tout le monde, dites-moi les 2 valeurs les plus importantes pour vous. Quand il y a des valeurs qui sont communes, on les met à l'intérieur du cercle. Quand c'est des valeurs qui sont comment dirais-je, uniques, on les met à l'extérieur du cercle. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un qui dit c'est ça ma valeur qui est importante, je lui dis ok, et si cette valeur est bafouée, comment tu réagis, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, Bob dit pour moi ce qui est important, c'est la confiance. Et typiquement, pourquoi je suis en colère? Bob, c'est rouge. Donc Bob Rouge dit typiquement, on s'est mis d'accord à violer sur une solution. Si devant tout le monde, il change d'avis, moi je me sens trahi, il ne m'a pas fait confiance, et là j'explose. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, je fais parler tout le monde et je dis voilà, si cette valeur est bafouée qui est très importante, comment tu réagis? Comme ça, chacun a entendu quelle était au moins la limite rouge de chaque personne. Et ils peuvent échanger dessus en disant ah bon, toi tu exploses juste parce que on a changé d'avis. Non, c'est pas juste parce qu'on a changé d'avis, c'est que je t'ai fait confiance. À partir du moment où on s'est mis d'accord sur une solution, moi je te donne ma confiance. Ah d'accord, ça marche comme ça chez toi la confiance? Oui, ça marche comme ça chez lui. Et ensuite, je fais une espèce de charte, de manifeste de l'équipe, et je l'affiche devant tout le monde avec les 4 premières valeurs, ou 4 ou 5 comme vous voulez. Et je les placarde, les valeurs qui sont communes. Et parfois, par exemple en réunion, quand, par exemple, Violet va remettre en question une des solutions techniques de Bob, et je vois que Bob se cristallise, je me dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de confiance là, à ce niveau-là? Ah oui, c'est vrai, oui, tu vois. Et les gens parlent.
Ensuite, apprendre à être efficace. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai apporté des Legos et j'ai demandé à chacun, ce que j'aimerais, c'est que vous imaginez le cadre. Vraiment, vous êtes dans l'environnement professionnel le plus efficace pour vous et vous me le représentez. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne de gauche, on a l'impression que c'est un peu le bazar. Et en fait, c'est très ordonné. Elle a toutes les pièces triées dans une certaine par groupe. Et vous voyez, au fond, il y a une cible. Elle dit ce qu'elle aime, cette personne, c'est avoir un objectif clair et avoir toutes les données pour l'atteindre. Et s'il lui manque un morceau de son puzzle, elle n'est pas bien. Et typiquement, cette personne, c'était le genre de personne qui allait harceler les gens en disant j'ai pas eu mon document, j'ai pas eu mon document, j'ai pas eu de document. Et l'autre dit mais attends, mais c'est bon, arrête, je t'ai dit que j'étais sous l'eau, que j'avais pas le temps de donner ton document. Et là, ils ont compris ah, c'est pour ça que tu as tant besoin de ce document. Bah oui, parce que sinon, moi, c'est comme ça que je suis bloquée. Et je suis pas bien. Ok, et ça c'est bien parce que ça a été entendu, ça a été échangé. La personne de droite, elle veut un seul chemin. Elle supporte pas que lundi on a dit ça, le mardi autre chose, le mercredi on change d'avis. Pour elle c'est impossible. C'est un seul chemin pour un seul objectif. Il faut pas l'embêter. Et quand elle essaye d'atteindre son objectif, on l'embête pas. Et d'ailleurs, ce que vous voyez dans le petit bonhomme, c'est qu'en fait, la personne qui travaille, elle a une pelle. C'est pour donner des coups sur la tête des gens qui viennent l'embêter. Et au moins, on a compris. Quand cette personne est dans sa bulle, on la laisse tranquille. Et si on lui dit ah, tu sais quoi, on a encore changé d'avis, ça va l'énerver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer d'avis. Mais maintenant, on le sait. Et donc, on sait s'adapter. Ok, apprendre à se ressourcer. Ça, c'est très important parce que s'il y a une dette émotionnelle, c'est que les gens, en fait, sont dans l'émotion, ils sont aussi très fatigués. Soit les gens ne savent pas comment recharger leur batterie, soit, en fait, ils le savent, mais ils n'osent pas le faire. Donc là, par exemple, la personne de gauche explique qu'elle a besoin de s'isoler. C'est quelqu'un qui est introverti. Et en même temps, elle aime bien, des fois, aller de temps en temps à une pause café. Et quand elle va à une pause café, elle ne parle pas, elle écoute les gens. Et ça lui donne des idées. Hop, elle a l'idée. Elle a trouvé la solution pour son bug. Elle retourne à son bureau et elle se met à travailler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui disent ah, mais c'est pour ça que tu fais ça. Parce que des fois, on trouvait que tu étais mal élevé, que tu étais mal poli parce que tu viens, tu ne parles pas et tu repars. Et en fait, cette personne était un peu dans sa bulle. Elle s'en est pas rendue compte. Ah, maintenant, je vous expliquerai. La personne de droite, c'est quelqu'un qui adore travailler en binôme, qui adore discuter, qui recherche ses batteries en étant avec les autres. Et ce que la personne disait, moi, franchement, je suis super bien quand je discute, j'ai besoin de discuter, ça me donne des idées. Ok. Et quelqu'un d'autre lui a dit, maintenant, je comprends mieux que tu sois comme ça, mais tu sais, le matin, moi, j'ai besoin d'être dans ma bulle, et quand tu viens me parler pendant 10 minutes, alors que tu vois bien, je suis en train de checker mes mails, je suis en train de faire mes trucs, franchement, ça m'embête. L'autre personne dit, non, mais en fait, moi, je parle, tu m'arrêtes pas, je me rends pas bien compte, je suis dans mes histoires. Et là, ils se mettent d'accord. La prochaine fois que tu entends l'histoire, je te dirai, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir dans 5 minutes? Un autre atelier après, c'est, en anglais, c'est turn the table, c'est une rétrospective, c'est renverser les rôles. Et là, ce qui est très intéressant, c'est de leur montrer qu'avec tout ça, ils se sont vraiment améliorés en termes de communication. Parce qu'ils ne s'en sont peut-être pas rendus compte qu'ils avaient fait beaucoup de progrès. Donc là, on a ABCD, et je demande à chacun d'avoir un post-it vert et un post-it rose. Et sur le post-it rose, je demande à A de mettre un seul mot qui représente la chose qu'il a le plus aimé le dernier mois. Et sur le post-it rose, je lui demande de mettre un seul mot qui représente la chose qu'il a le moins aimé tout le dernier mois. Ok. Ensuite, je demande à chacun de donner son post-it vert au voisin de droite et son post-it rose au voisin de gauche. Et là où c'est rigolo, c'est qu'après, par exemple, c'est le cas de A avec juste un mot écrit sur le post-it vert, il doit deviner qu'est-ce que B a le plus aimé le dernier mois. Et il va faire pareil avec D, avec un seul mot, essayer de deviner qu'est-ce que D a le moins aimé, ce qui a le plus énervé le dernier mois. Et ce qui est intéressant, c'est que A va essayer de deviner, il va essayer d'expliquer comme s'il était à la place de B ou de D. B et D écoutent, et ensuite ils vont le noter en disant une note de 1 à 5. 1, c'était complètement à côté de la plaque, c'est pas du tout ça. Et 5, je l'aurais pas mieux dit, c'est super. Et là, vous voyez, dans l'exercice que j'ai fait, il y a eu beaucoup de 5. Et ce qui était super, c'est que par exemple, D a été surpris de se rendre compte que A avait perçu sa souffrance. Et ça lui a fait chaud au cœur. Il s'est dit, tiens, la prochaine fois, je lui en parlerai plus, vu qu'il l'a vu. Il a bien aimé aussi les mots de A. Il s'est vraiment senti écouté. Et B était content en disant, franchement, ça fait plaisir de voir que quand je suis de bonne humeur, les autres s'en rendent compte et que ça joue aussi sur eux. Et A était content en disant, en fait, ça paye d'observer les gens parce qu'après, les gens sont agréables avec moi et on arrive à se dire les choses désagréables, mais de manière agréable. Ok. Et là, pour moi, ils étaient prêts. Je dis, maintenant, c'est parti, on va faire un atelier communication. Donc là, ce que je demande, c'est le même principe. Sur le dernier mois, chacun à tour de rôle, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez le moins aimé.
Et donc là, par exemple, j'ai demandé à B de dire, explique-nous, qu'est-ce que tu as le moins aimé le dernier mois? Et quand il va expliquer ça à B, je vais demander aux autres personnes de faire attention à ce que dit B et de lever la main et de l'interrompre quand B aura fait, par exemple, un jugement. Par exemple, il aura dit, c'est toujours comme ça. Violet, tu me fais toujours ce coup-là. Et de demander à B, est-ce que tu pourrais contextualiser? Et là, B va répondre en disant, ok, à la réunion de 15 heures, Alfred, tu as fait ça. Quand B, quand il raconte son histoire, il utilise des formes négatives, il dit je ne veux plus de ça, je ne veux pas de ça. Quelqu'un lève la main en disant là, tu as dit je ne veux pas d'eux, mais on ne sait pas ce que tu veux. Est-ce que tu pourrais dire ce que tu veux dire? J'ai besoin d'eux. Et là, B va dire j'ai besoin d'être respecté, que tu me prennes à part pour me parler de cette histoire. Et quand B est dans une logique de ou de oui mais, par exemple, c'est ma solution qui est la bonne ou c'est ta solution qui est la bonne. Là, quelqu'un lève la main en disant il ne pourrait pas y avoir un et, est-ce que ça ne pourrait pas être ta solution qui est compatible et sa solution qui est compatible aussi? Au début, c'est un peu difficile, mais plus vous faites ça et plus les gens s'entraînent. Et ce qui est intéressant, c'est quand c'est les autres, le public, les autres participants qui recadrent. C'est comme ça qu'ils deviennent autonomes pour la gestion des conflits, la résolution des conflits plutôt. Un autre truc qui est très important, c'est que parfois, quand on me demande de venir résoudre les dettes émotionnelles des équipes, j'ai parfois des personnes qui me disent j'aimerais que tu fasses en sorte que l'environnement soit bienveillant, que les gens soient bienveillants. Et ça, je ne suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord dans le sens où si les gens ne sont pas bienveillants, alors ils sont quoi? Ils sont malveillants. Malveillants, c'est-à-dire qu'intentionnellement, ils sont là pour faire souffrir les autres. Et jusqu'à présent, j'en ai vu des conflits. J'ai été dans une entreprise où il y avait le niveau 5 quand même, c'était assez fort. Mais personne avait du plaisir à faire mal aux autres. C'est qu'ils n'avaient pas le choix. Et en fait, ils essayaient de se protéger eux. Ils n'essayaient pas de faire mal aux autres, ils essayaient de se protéger eux. Donc moi, je vais plutôt former les équipes, non pas être bienveillante, mais être capable de tout se dire, de tout entendre. C'est-à-dire que si Bob est capable de balancer des phrases dures avec des mots agressifs, et que Alfred, qui est en face de lui, il est capable de dire en fait, Bob, c'est pas moi qui critique en tant qu'individu, il critique la phrase que j'ai faite ou la solution que j'ai choisie, mais il ne me critique pas moi, ni ma famille. Et bien là, c'est un énorme grand pas. Et si cela ne suffit toujours pas, et bien dans ce cas-là, sachez que la vérité est ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, Alfred et Bob, ils avaient chacun une blessure. Par exemple, dans le cas d'Alfred, une petite histoire anecdotique, donc c'est pas réel, c'est que son père l'aurait rejeté quand il était enfant. Il supporte plus le rejet. Il supporte plus le rejet et en fait, il va éviter inconsciemment de se retrouver dans des situations qui vont le faire vivre émotionnellement le même type de rejet. Donc, il va avoir des stratégies d'adaptation. Et dans ces stratégies d'adaptation, c'est inconscient. Et il va avoir un comportement. Le comportement, c'est ce qu'on voit. Et par exemple, un des comportements, c'est de dire, comme je ne veux pas me faire rejeter, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me faire copain-copain avec les gens, je vais être méfiant. Si je suis méfiant dès le départ, que je pars du principe que les gens peuvent me rejeter, peuvent me trahir, je ne serai pas déçu. La stratégie, elle est bonne ou elle est mauvaise, peu importe. En tout cas, c'est la sienne. Mais ça, il ne le sait pas. Et vous ne le savez pas non plus. Personne ne le sait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a derrière une motivation cachée. Donc si rouge et violet n'arrivent pas à se mettre d'accord, chacun dans sa position, c'est parce qu'en fait, inconsciemment, ils essayent de protéger leur intérêt pour éviter de se retrouver dans une blessure. Comment on fait pour les mettre d'accord? Là-dessus, moi, je vais leur poser des questions, je vais questionner, je vais reformuler, je vais chercher des solutions, en disant, et si on fait ça? Est-ce que ça vous irait tous les deux? Ok, non, ça va pas, parce que toi, tu veux une étoile, parce que pour toi, la solution, elle doit forcément avoir plusieurs côtés. Ok, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc, une autre forme géométrique qui a plusieurs côtés? Et à un moment, je vais réussir à trouver, me dire, ah oui, ça c'est pas mal. Et là, c'est bingo. On a trouvé un intérêt commun. Et justement, c'est un atelier que j'ai fait. Donc là, j'ai mis devant à peu près 25 personnes qui étaient dans les conflits. Et je leur ai dit, on va faire un petit atelier que j'ai appelé notre chemin vers notre objectif commun. J'ai demandé à chacun, c'était quoi vos objectifs individuels? Individuels vraiment dans cette entreprise. Et vous les mettez, c'est ce que j'ai mis entouré en bleu. Et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ces objectifs individuels? C'est ce que j'ai mis dans des carrés roses. Et ensuite, en leur parlant, et je les ai tous positionnés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ils pensaient que c'était mon objectif qui pouvait être atteint ou le tien. C'était l'un ou l'autre. Et en fait, ils peuvent tous être atteints ensemble. Déjà, par exemple, le numéro 3, il y a des objectifs qui sont communs. Et en fait, ils vont tous sur le même chemin. C'est-à-dire que pour atteindre l'objectif 5, il faut atteindre l'objectif 4 et avant, il faut atteindre l'objectif 3. Vous voyez? Et en fait, parmi les obstacles, ils se sont rendus compte que seuls, ils n'arriveraient pas à résoudre les obstacles. Il fallait que tout le monde s'y mette pour qu'ils résolvent les obstacles. Donc, ce qu'ils pouvaient, c'est d'abord se mettre sur l'étape numéro 1, ensemble résoudre les obstacles A pour pouvoir passer le palier numéro 1 et ensuite le palier numéro 2. Et ça marche vraiment. Parce que là, les gens,
Ils disent en fait, c'est pas moi ou toi, on peut tous être gagnants. Et j'ai beau le dire comme ça, c'est pas bisounours, je l'ai vraiment vécu. Le deuxième numéro K. Maintenant, là, ce que vous avez vu, c'est que je vous ai expliqué comment on arrive dans le numéro 5, on arrive à descendre à un niveau 2-3 qui est raisonnable. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes dans une équipe où les problèmes sont tabous? Ben moi, mon petit secret, c'est que je les prépare à la peur. Et ça, j'ai trouvé un schéma sur Internet que je trouve très rigolo. C'est que vous voyez, il y a un gros rond de ce qui vous stresse. Il y a des gens, ils sont très stressés. Et en fait, ce qui peut arriver, c'est une toute petite partie, enfin une plus petite partie. Et ce qui arrive vraiment, c'est la partie jaune, c'est tout ridicule. Mais les gens, en fait, ils n'ont pas conscience de ça. Quand les gens n'osent pas parler, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils risquent quelque chose de très, 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 très gros. Alors qu'en fait, c'est pas le cas, mais ils le savent pas. Donc, comment on fait pour les préparer à la peur? Donc, j'ai une petite anecdote. Donc, moi, j'ai 2 petits garçons. Ce que je leur fais, c'est que je leur raconte des histoires qui font peur. Et dans les histoires qui font peur, à la fin, il y a quelqu'un qui vient les sauver, un chevalier, un dragon, un je sais pas quoi. Et je les mets en stress aussi. Par exemple, là, je leur raconte l'histoire de fantômes, et après, j'essaye de faire le fantôme, et j'essaye de leur faire peur. Pourquoi c'est important? Parce que si vous voulez aider les gens à les préparer à la peur, il faut les mettre dans le stress. Il faut qu'ils ressentent émotionnellement la peur et qu'ils se rendent compte, en fait, ça va, ça a été réglé, donc ça va bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des cauchemars, surtout quand on est petit. Pourquoi on fait des cauchemars? C'est parce que c'est le cerveau qui nous met en stress, pour qu'après, à un moment, on se rende compte qu'en fait, on a survécu, on se réveille, on dit, c'est un cauchemar, c'est passé. Mais la première fois, c'est douloureux. La deuxième fois, ça fait moins mal, on a moins peur. On dit, de toute façon, c'est bon, j'ai déjà vécu ça, je sais que ça va passer. Et les petits ateliers que je fais, alors là, il y a quelques temps, j'avais fait un Magic Game France et un animateur, j'ai oublié son prénom, avait fait une espèce de brise-glace qui s'appelait Les Vampires. Et il demandait aux gens de prendre une position de vampire, et moi, j'avais détesté, parce que j'aime pas trop ce genre d'animation. Et je me suis dit, mais c'est super comme médiation, je pourrais l'adapter pour justement aider les gens, en fait, parce que le but du brise-glace, c'est que les gens s'amusent, mais moi, ça y fait l'effet inverse. Les mettre en stress, pour qu'ils le vivent vraiment en temps réel. Et là, c'était un meet-up. J'ai demandé à tout le monde de faire les zombies. C'est-à-dire, grosso modo, au départ, il n'y a que des êtres humains. Mais ils savent qu'il y a des zombies. Donc, en fait, on se met un peu comme ça, les bras vers le bas, et on regarde le sol, et on fait ouh, comme ça. Mais on est un être humain. On joue le zombie pour pas que les zombies, en fait, se rendent compte qu'on est être humain. Et je vais toucher la main d'une personne. Si cette personne est un être humain, elle va devenir zombie. C'est comme ça que j'ai créé le premier zombie. Et un être humain qui devient zombie, en fait, il doit se mettre à hurler, parce que ça fait mal, parce qu'il est en train de mourir. Donc il se redresse, il hurle, et ça doit faire sursauter les gens. Et ensuite, il reprend la position comme ça. Et quand il y a des êtres humains qui sont camouflés à l'intérieur, leur intérêt pour survivre, c'est de transformer les zombies de nouveau en êtres humains. Donc ils vont taper sur l'épaule d'un zombie pour qu'il revienne être humain. Donc s'il y a un zombie à qui on tape l'épaule pour redevenir être humain, il doit se mettre en grand et soupirer, et hop, il se remet en position pour se cacher, pour pas que les zombies sachent que c'est un être humain. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, au début, il n'y avait qu'un seul zombie. Tout le monde est devenu quasiment zombie. Pourquoi? Parce qu'en fait, les êtres humains, ils se sont rendus compte que quand ils faisaient en sorte que les autres redevenaient êtres humains, ça durait pas longtemps, parce qu'absolument, ils disaient, ils soupiraient, un zombie les voyait, paf, il redevenait zombie. Et quand quelqu'un redevient zombie, il se met à crier et ça stresse. Et il y a vraiment cette ambiance assez particulière qui marchait bien, où tout le monde était stressé. Et en fait, c'était une animation qui n'était pas du tout drôle. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle a fait, Marilyn? C'est franchement pas marrant son truc. Et c'était super, parce que c'était le but. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment les mettre en stress. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, il y a beaucoup de personnes qui étaient des êtres humains qui ont été blasés. On dit, de toute façon, moi, je vais rester zombie, parce que je trouve ça plus reposant de rester zombie que de redevenir un être humain et de me faire transformer, de devoir encore crier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, j'en peux plus, ils ont commencé à partir. Il y en a un ou deux qui ont fui. Et ils en avaient marre. Et en fait, en observant, ils ont récupéré l'énergie et ils ont trouvé ça rigolo, ils se sont moqués des autres. Et moi, la conclusion que j'ai dit, mais en fait, c'est comme dans la vraie vie. Vous savez que le but du jeu, c'est de résoudre le maximum de conflits. Mais si vous n'osez pas, à un moment, vous êtes fatigué, que vous en avez marre, que vous avez l'impression qu'il y a trop de conflits, vous n'osez pas prendre du recul et vous isoler, vous n'arriverez pas à recharger vos batteries. Et en fait, tout le monde va devenir zombie. Il n'y aura que des conflits. C'est important que certaines personnes aient le courage de dire, là, c'est trop, je vais récupérer. Et je vais revenir après à l'intérieur pour pouvoir de nouveau régler des conflits. Vous voyez? Ça, c'est très, très important.
Un autre atelier que j'ai fait juste après, c'est ça pourrait être pire ou pas. Et là, j'aurais dit, bon voilà, le but du jeu, c'est de me dire, là, on est au niveau, je sais plus, on a un peu résolu au niveau 2-3, comment on peut faire pour revenir au numéro 5? Allez, donc si vous êtes au niveau 1, c'est que vous êtes un bébé saboteur. Moi, je veux vous pousser un super saboteur niveau 5. Dites-moi tout ce que vous pouvez faire pour que ça pète dans tous les sens. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que je leur ai fait vraiment parler, 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 et je leur disais, quand ils me disaient, ben, pour que ça pète de nouveau, par exemple, je pourrais de nouveau insulter Alfred et Bob. Ok, et toi aujourd'hui, Alfred, Bob, si on t'insulte, tu réagis comment? Oh, bah, je m'en moque. Ah, ben, du coup, la technique, elle marche pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont restés quand même beaucoup audités au niveau 1, donc bébé sabotage, mais quasiment pas au niveau 5. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils imaginent que ça peut toujours être pire parce qu'ils ont vécu le niveau 5. Ils ont peur d'y retourner. Donc une partie d'eux se dit, mais en fait, on pourrait y retourner. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait beaucoup de progrès et qu'en fait, le pire qu'ils imaginent, il n'est pas prêt d'arriver. Et à partir de là, comme ils se disent qu'en fait, il n'est pas prêt d'arriver, bah, c'est plus facile pour eux de parler. Et là, dès qu'il y a un souci, ben, ils parlent. Et donc, c'est comme ça qu'ils arrêtent de garder des soucis en mode tabou. Ok. Maintenant, numéro 3, l'équipe travaille à distance. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous dire que tout ce qu'on a vu est faisable à distance. Une citation que j'aime bien, la seule limite, c'est votre imagination. Donc, je ne vais pas tout détailler, c'est pas possible. Et j'ai une conférence qui s'appelle Vie ma vie d'agiste confiné, où je raconte plein d'ateliers que j'ai adaptés à distance et qui marchent très bien. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est que vous gardez un point d'attention. L'importance de créer et de maintenir des liens de respect et de confiance dans l'équipe. Parce qu'à distance, c'est difficile d'avoir ces fameux liens. Et pour ça, c'est apprendre à communiquer comme en face à face. Là, par exemple, vous avez A, B et C qui sont chez eux. Ce qui est important, c'est d'avoir un canal fluide et sans délai. Vous participez. Dès que vous voyez qu'il y en a un qui a des problèmes de connexion, vous dites, écoute, il faut vraiment que tu changes de fournisseur d'accès. Est-ce que tu peux pas non plus changer de caméra? Et vous faites de la logistique, mais vous insistez, non, vraiment, mets-toi dans une autre salle, vraiment, mets-toi en 4G s'il le faut, c'est très important. Supprimez le maximum d'intermédiaires, c'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir 300 millions d'outils, il faut que ce soit simple. Et ce qui est intéressant aussi, c'est par exemple de mettre la caméra. Comme ça, on supprime justement un intermédiaire qui est l'écran, qui est le PowerPoint. Parce que le PowerPoint, c'est un intermédiaire entre deux personnes. Et après, je leur dis apprendre la communication bidirectionnelle volontaire. C'est-à-dire que, par exemple, dans un cas de face-à-face, Alfred dit à Bob, j'aime pas ta solution. Bob, il commence à devenir rouge, ça se voit son visage et les mains qui est crispée. Alfred le voit. Donc Alfred a bien perçu le message que Bob n'était pas content. Et donc Alfred, il peut réagir. Mais à distance, on fait comment? On voit pas tout. Même si à la caméra, on voit pas tout. Et moi, ce que je demande, c'est quand, par exemple, Alfred, il dit, ah, bah oui, alors, moi, je propose comme solution technique, patati patata. Bob, ça lui plaît pas. Le micro, il est coupé pour que le son, il puisse être fluide. Ce qu'il peut faire, c'est soit rallumer le micro en disant, je ne suis pas d'accord. Soit ce qu'il peut faire, c'est mettre un smiley, pas d'accord. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'Alfred, il le sait. C'est ça la communication bidirectionnelle volontaire. Bob a exprimé clairement qu'il n'était pas d'accord, et du coup, Alfred peut dire, ok, j'ai entendu que tu n'étais pas d'accord, Bob. Est-ce qu'on peut parler, dire pourquoi? Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand Bob est d'accord, de mettre un petit like. C'est important vraiment de mettre des petits likes, des petits pouces, parce que Alfred, sinon, il a le sentiment de parler tout seul. Et comment on fait pour régler des conflits à distance? À un moment, dans une équipe où on était en plein confinement, entre, je vais les appeler aussi Alfred et Bob, ça a encore pété. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai agi très vite. Je suis restée neutre et j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé Alfred d'abord, puis Bob pour comprendre leur position. Et ensuite, c'était le matin, à 15h, j'ai planifié un atelier avec toute l'équipe au complet pour reprendre soin des liens et rappeler les intérêts communs. Et là, à distance, j'ai utilisé le Virtual Totem Game. Et ce qui est intéressant, c'est que le but du jeu, c'est, on est une équipe, on est une dizaine de personnes, et je demande à chacun de choisir une force, qui est un animal, et une qualité. Par exemple, sage. Et c'est l'animal totem de la personne. Donc, par exemple, pour cette personne-là, on dit que ce qu'on aime, c'est son côté castor et sage. C'est-à-dire qu'il exécute des tâches en respectant parfaitement le plan et la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, Alfred et Bob se rendent compte que les autres membres apprécient beaucoup Alfred et Bob. Et donc, si tout le monde est apprécié, c'est peut-être que Alfred et Bob, ils ont des qualités. Et le fait d'entendre des gens dire des choses positives sur Alfred et Bob, Alfred et Bob disent, ils sont appréciés, donc ça va un peu mieux. Et à leur tour, Alfred va faire un compliment à Bob, en se cachant par pudeur derrière des cartes, et idem, Bob va en faire à Alfred. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que ce jeu est super parce qu'il a repris la majorité des forces et des qualités et il fait l'animal totem de l'équipe. Et ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, l'animal totem de l'équipe, c'est Otari attentionné. Et le mot attentionné, je dis, vous voyez, en fait,
vous êtes souvent de bonne humeur et peu de choses vous affectent et c'est la preuve que vous êtes positif. Vous voyez, là, il y a eu un gros conflit ce matin, ça a été très loin, il y a des mots qui ont été dits, qui ont été peut-être regrettés, en tout cas j'espère. N'empêche que vous êtes quand même attentionné et vous vous rendez disponible. Et oui, la disponibilité. Elle dit oui, c'est vrai. Ils se sont rappelés qu'en fait, ils pouvaient être différents, mais ils pouvaient avoir des intérêts communs. Et après, c'est reparti. Maintenant, vous arrivez dans une équipe où tout va bien au départ et vous êtes témoin de la naissance de la dette émotionnelle. Donc là, c'est un cas où moi, j'ai été témoin. Et ça, c'est un classique. C'était il y a quelque temps déjà, mais j'y repense encore parce que je trouve ça c'est assez ludique, on va dire. Donc, j'étais une agiliste expérimentée, comme beaucoup d'autres, et avec plusieurs experts. On n'avait jamais travaillé ensemble et quelqu'un nous a dit, voilà, ensemble, vous allez devoir créer un truc pour former des gens sur un thème choisi que vous n'avez pas choisi. Et le public visé, c'était tout le monde. Donc, en gros, c'était personne. Et qui devait décider? En fait, comme on est tous experts, tout le monde. Et donc, personne. Et là, un classique, c'est que très rapidement, ça a été le bazar. Il y a eu des conflits, des guerres d'ego. En plus, comme c'est des experts, donc il y a eu des guerres d'ego. Et moi, j'étais pas bien. Même si moi, j'étais pas dans les conflits, en fait, d'une certaine manière, j'ai contribué parce que j'ai pas dit stop. J'avais envie de partir et je ne suis pas partie. Et ce qui me fait dire après le recul, c'est qu'en fait, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas, alors qu'en fait, on était tous individuellement des professionnels de l'accompagnement, comme quoi on reste des êtres humains. Et là, je vais parler des 5 dysfonctions d'une équipe de Patrick Lencioni. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que le niveau 1, c'est le manque de confiance. C'est-à-dire que les gens vont cacher leurs points faibles et les erreurs. Et comme on était des experts, on ne se connaissait pas trop, on n'avait pas envie de dire, en fait, je suis peut-être moins expert que toi. On n'ose pas dire, je me suis peut-être planté. On n'a pas cette confiance de dire, voilà, j'ai beau être expert, j'ai beau accompagner des gens, en fait, moi, quand je suis dans une équipe, je suis mauvais en tant que participant, ou coéquipier, ou en tout cas mauvais. C'est un peu dur, mais j'ai des choses encore à travailler. Et comme il y a ce manque de confiance, il y a un peur de la confrontation. C'est-à-dire la confrontation, c'est de se dire les choses de manière constructive. Et comme on n'ose pas se dire les choses de manière constructive et qu'on n'ose pas en fait les accueillir de manière constructive, finalement les réunions elles deviennent ennuyeuses. Voilà. On parle on chipote sur des couleurs de boutons, alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est créer un format intéressant pour former des gens. C'est pas parler d'un bouton. L'étape d'après, c'est l'absence d'engagement. Il y a certaines personnes qui vont essayer de travailler, même si le groupe n'avance pas. Et il se dit, je comprends pas, je suis tout seul à travailler, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Et puis d'autres disent, oui, mais attends, il y en a qui travaillent, mais c'est pas du tout dans la direction que je voudrais, donc moi ça m'agace, je suis pas écoutée. Et ces personnes vont remettre sans cesse en question ce qu'ils doivent faire, vu que ça n'a jamais été clarifié. Et après, on arrive sur un évitement de la responsabilisation. En fait, il faut savoir qu'il y a un commanditaire qui avait demandé à ce que nous, ce groupe de personnes, on livre quelque chose en temps et en heure. Et en fait, on ne l'a pas fait, on n'a plus envie, on se dit, de toute façon, c'est pas ma faute, moi j'ai fait mon travail, c'est la faute de l'autre. Et donc, ça encourage la médiocrité. Et le dernier résultat, le dernier dysfonction, plus grave, porter au résultat. C'est qu'à l'origine, on devait livrer un format pour former des gens sur l'agilité. Et on ne l'a pas fait, on a tous laissé tomber. D'ailleurs, le truc, il est mort. Voilà, c'était il y a quelques années, ça n'a jamais abouti, tant pis. Pourquoi? Parce que les gens, en fait, ils ont fait passer leurs besoins individuels avant le collectif. Et c'est naturel, parce qu'il n'y avait pas de collectif. De toute façon, il n'y avait pas d'équipe. On était un groupe d'individus ensemble, on nous a mis ensemble, on ne sait pas trop pourquoi. Et moi, ce que je retiens là-dedans, ce que j'ai appris, c'est dès que j'arrive, et ça c'est un conseil que je vous donne, vous arrivez dans une équipe, en fait c'est pas encore une équipe, c'est un groupe d'individus. Vous pouvez participer activement pour que ça devienne une équipe. Et ce qui est important, c'est de définir un cadre ensemble avant de commencer. Quelle est notre vision commune? C'est quoi notre objectif commun? De clarifier les rôles et les responsabilités de chacun. Et on se met d'accord sur nos moyens. Est-ce qu'on a un budget limité ou pas? Est-ce qu'on doit le livrer en 1 mois, dans 5 ans? C'est quoi les contraintes? Et en fait, ça, c'est une erreur là-dessus où moi je m'en veux, c'est que je me suis laissée porter. Et je voyais que ça partait dans tous les sens. Et à aucun moment, j'ai dit stop, on arrête tout, on définit un cadre ensemble, s'il vous plaît. On aurait pu se réveiller au bout de 2 semaines, 3 semaines, même 2 mois. Bon, voilà. Mais de toute façon, le projet est mort au bout de 3 mois. Deuxième point important, c'est l'importance de créer le sentiment d'équipe. On n'est pas un groupe d'individus, on est une équipe. Et si on n'arrive pas à avoir une équipe ou de manière temporaire, à défaut, il faut un leader qui soit choisi par tous, quelqu'un qui priorise. Parce que sinon, en fait, c'est du consensus mou. Et le troisièmement, c'est la permission de partir. On a tous droit de partir. Ça, c'est important. Moi, je dis ça parce que je n'ai pas eu ce sentiment-là. En tout cas, je ne l'ai pas pris. Et je pense que j'aurais dû. Le 5e dernier cas, vous êtes un des acteurs. Et là, pourquoi je mets une auréole? Parce que des personnes aussi que je coach en individuel, elles me disent « Je ne comprends pas, j'ai vraiment pas de chance, j'arrive toujours dans les équipes où il y a une mauvaise ambiance. » Peut-être qu'en fait, vous jouez un rôle là-dedans.
Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose. Et si vous ne savez pas pourquoi ça arrive souvent, que vous soyez un acteur actif ou passif, pourquoi vous ne travaillerez pas sur vous? Quand j'ai un acteur passif, typiquement moi, j'ai pas créé des conflits, mais j'étais passif parce que j'ai vu qu'avec les autres experts, ça n'allait pas. Mais à aucun moment, j'ai dit stop, on arrête tout et on travaille sur un cadre, alors que je sais faire. Je sais animer des ateliers sur la vision, vu que je le fais avec mes équipes. Et si vous voulez travailler sur vous, vous pouvez voir ma conférence Comment réduire soi-même sa dette émotionnelle pour mieux collaborer dans une équipe agile. En résumé, pour réduire une dette émotionnelle, si vous arrivez dans une équipe où c'est la guerre, mettez-vous comme objectif 0 nouveau conflit en restant très neutre. Si vous êtes dans des équipes où les gens, en fait, vous sentez qu'ils ont peur, qu'ils n'osent pas parler, il y a un prérequis nécessaire à faire, c'est les préparer à la peur. Il leur dit, en fait, tu crois que c'est très très grave, mais en fait, non, en fait, ça va aller. Troisième cas, c'est à distance. Et ben, vous faites pareil, mais très important, vous soignez les liens. Il faut passer plus d'énergie sur le fait de soigner les liens et de les maintenir, de les créer. Quand vous arrivez dans une nouvelle équipe, je vous le dis vraiment, vous imposez le fait qu'il y ait un cadre. C'est très, très important. Et ensuite, si ça vous arrive souvent d'être dans des missions toxiques, posez-vous la question, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous vous remettiez en question? Et voilà, donc je vous remercie à tous. J'espère que vous avez apprécié un bon moment et moi aussi. Ce qui m'aiderait beaucoup, c'est que vous me fassiez un petit commentaire parce que je suis dans l'immersion continue. Donc, soit vous avez le lien en bas, soit vous pouvez prendre le QR code, etc. Donc, allez-y avec moi. J'adore la franchise, donc allez-y. Critique positive ou négative, je m'en moque tant que c'est constructif. Et si vous dites je n'aime pas, dites-moi je n'aime pas parce que, et j'aurais aimé avoir ceci. Voilà. Et si vous voulez me contacter pour du coaching d'équipe ou du coaching développement pro, perso ou poser des questions, vous avez tout sur mon site. Vous aurez les slides justement de ma conférence. Et sinon, je suis accessible sur LinkedIn. Je réponds beaucoup aux questions. Voilà, du coup, j'ai fini. Jamel, Oui. il nous reste un petit peu de temps. Exact, je suis revenu. Bravo Marilyn, c'était vraiment super, j'ai adoré. Merci. Ah, je t'entends plus. Ah, tu m'entends? Oui, c'est bon là. Ça va? C'était Pat Logan. Pat Logan. Ah, Pat Logan veut créer un problème humain là. Je partage la première question, c'est une question d'Aurore. Marilyn, comment tu fais en début de mission, à distance, pour sentir l'atmosphère entre les gens, pour sentir les tensions? Ok, alors en fait, ça m'est arrivé. Moi, ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai l'air d'être hyper sociale, mais en fait, je suis très timide. Et ce que je fais, c'est que je vais voir les gens. D'abord, je rentre dans les rituels. Je dis, vous avez forcément des réunions, est-ce que je peux venir? Et donc, j'écoute. Et je prends des notes. J'essaye de mémoriser les prénoms. Ça, c'est Alfred, ça, c'est Bob. Et je note, tiens, Alfred, il a tendance à parler comme ça. Bob, il a tendance à parler comme ça. Parce que j'ai besoin, en fait, de me faire des idées. Donc là, clairement, je suis dans une partie de jugement. Et je le sais. J'essaye d'observer, mais j'ai quand même une partie de jugement. Et ensuite, je leur dis, tiens, en les observant, je retiens que Bob, il est plutôt développeur et qu'il utilise par exemple telle technologie, qu'il travaille sur telle fonctionnalité. Donc, je prends des informations sur les gens. Et ça, c'est en général, je fais ça pendant une semaine. Et je leur dis, écoutez, moi, je viens d'arriver, je vais vous aider, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Donc, je vous observe. Si vous avez des questions, venez. Et après, au bout d'une semaine, je dis, écoute, j'aimerais bien, toi, te parler. Et je vais parler à plusieurs personnes individuelles. Je te propose un petit café virtuel juste de 30 minutes. Je fais ce petit café virtuel et là, pour gagner en fait un peu sa confiance, je dis, tu sais Bob, je t'ai entendu à une réunion, tu disais que tu étais fan de koh. Moi aussi, je suis fan de koh. Ou alors c'est, ah tiens, j'ai entendu que tu travaillais sur telle fonctionnalité pour la gestion de compte. Ah, c'est intéressant, tu peux m'expliquer ce que c'est. Et en fait, je lui montre que j'ai observé, que j'ai entendu des choses sur lui et je lui parle. Et ça, c'est important, c'est d'avoir ce petit rapport, discuter avec les gens. Et ensuite, quand j'ai réussi à gagner un petit peu de lien pour discuter avec les gens, là, en fait, je vais faire ces fameux ateliers, par exemple, ce serait bien qu'on fasse un atelier sur les valeurs de l'équipe. Et moi, quand je viens d'arriver, je peux prétexter, je ne vous connais pas. Donc, j'aimerais bien savoir c'est quoi vos valeurs. Voilà, donc Aurore, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, tu peux refaire un commentaire. N'hésite pas, Aurore. Alors, une deuxième question de Thiago. Oui, avec le distanciel, c'est moins facile de résoudre les conflits. En interrogation. Alors là-dessus, Thiago, tu pourras regarder justement ma conférence sur Vie ma vie d'Agis confiné. Encore une fois,
tout est possible à distance. Ça, j'en suis persuadée. Dans le cas numéro 1, j'ai expliqué plein d'outils pour justement résoudre les conflits. Et moi, je te préconise de faire pareil, mais d'adapter ces outils sur du distanciel et de dépenser le plus d'énergie sur créer des liens, soigner les liens. Donc vraiment orienter sur des ateliers. Par exemple, j'aimerais qu'on se parle. J'aimerais qu'on fasse un café virtuel. J'aimerais qu'on parle des valeurs de l'équipe. J'aimerais savoir comment vous aimez travailler. Par exemple, l'atelier sur les Lego, là, on est à distance, on n'a pas de Lego. Mais s'il y en a qui ont des enfants, vous dites, vous avez peut-être des enfants, prenez des Lego, vous faites une photo, ou alors vous faites un dessin, ou alors vous trouvez, par exemple, ceux qui aiment les Marvel, un super-héros qui vous représente, et vous m'envoyez la photo du super-héros qui vous représente. C'est vraiment une question pour moi, je suis persuadée, c'est une question de créativité. Mais c'est possible, oui. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Une autre question de Rémi. Est-ce que la dette émotionnelle s'est accentuée avec les distances ou le prise de recul a permis de revoir ses positions? Alors là, Rémi, c'est du cas par cas. Je peux pas faire de généralité, de toute façon, j'en fais jamais. Ce que je peux dire, moi, dans la mission où il y a eu le confinement, il y a eu un avant et après. Et oui, ça a accentué. Pourquoi? Parce que justement, il y avait beaucoup de dette émotionnelle et j'étais en train de la réduire. Et quand il y a eu le confinement, j'ai galéré parce que tout de suite, les conflits sont partis. Et c'est justement là où j'ai fait l'atelier avec l'animal totem. Donc si avant le confinement, c'est déjà tendu, oui, ça peut être plus tendu. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention pour soigner les liens. Moi, j'ai pas l'impression que c'est pire qu'avant. C'est juste que c'est différent. C'est différent. La différence, c'est qu'avant, vous voyez les gens en pause café, donc vous voyez quand les gens sont de mauvaise humeur. Quand ils sont à distance, ils coupent la caméra, ils parlent pas, vous ne savez pas. Donc c'est plus difficile d'aller les pêcher. Et là, la difficulté, donc encore une fois, de soigner les liens. Pour moi, la difficulté, elle est vraiment là. C'est comment créer les liens et soigner les liens. J'espère avoir répondu à la question. Une nouvelle question de Simone. Sur quel laps de temps ces ateliers ont été réalisés? En combien de temps la dette émotionnelle a été visiblement réduite? Alors la question elle était posée au moment où tu présentais l'atelier sur les zombies. Ok. Donc, l'atelier sur les zombies, c'est dans le cadre où les personnes, ils avaient peur. Et ça, j'ai mis à peu près, pas pour réduire la dette émotionnelle, mais pour les faire parler, j'ai mis au moins 2 mois. Il m'a fallu 2 mois pour que les gens, ils acceptent de s'ouvrir. Et oui, c'était long. Dans le premier cas où c'était la guerre, en fait, au moment où je suis arrivée et au moment où ils sont passés, donc ils sont descendus du niveau 5 au niveau 2-3, j'ai mis 6 mois. Mais là, c'était plus facile parce qu'en fait, comme c'était la guerre, les gens disaient de toute façon, si on ne change pas, on va tous partir. Donc ils avaient envie de régler le problème. Dans le cas numéro 2, les gens, ils avaient peur. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas envie de régler le problème, mais ils étaient bloqués à cause de la peur. Donc il a fallu 2 mois pour que je débloque la peur. Et à partir du moment où j'ai débloqué la peur, ce qui s'est passé après, c'est en quelques mois, 3-4 mois, c'était réglé. Voilà. Excellent. Alors, on n'a plus beaucoup de questions, mais j'ai quand même quelques commentaires de MD. Voilà, je ne sais pas qui c'est, mais on va l'appeler MD tout simplement. Peut-on revoir l'iceberg sur le comportement? Peut-on revoir l'iceberg sur les comportements? C'était l'un de tes slides. Ah oui, tac, c'est les zombies. Je crois que c'est ça. Est-ce que c'est les zombies? Avec l'iceberg. Ah non, c'est... D'accord, ok. Oui, je vois, c'est avec le petit pingouin. Attendez. J'en profite. Désolée pour les personnes qui ont mal aux yeux. Sur YouTube, il y a la possibilité de revenir un peu en arrière. Donc, si vous voulez, sachez que c'est possible. Donc là, en fait, le petit iceberg, c'est les personnes, quand il y a Alfred et Bob qui ont du mal à se mettre d'accord et que vous n'arrivez pas à les mettre d'accord assez facilement, c'est qu'enfin, chacun a une stratégie inconsciente et ils ne veulent pas changer de stratégie parce qu'ils essayent de se protéger. C'est un mécanisme de défense. C'est ça que j'explique. Et donc, ça ne sert à rien de leur faire changer leur comportement parce qu'ils n'ont pas mieux pour se protéger. Donc, la solution, c'est, en posant des questions, c'est essayer de débloquer, de trouver un intérêt commun. Donc, l'avantage de cette solution, c'est que vous voyez les boulets qui traînent, en fait, c'est des croyances. Mais pour eux, c'est rassurant de traîner encore ces boulets parce qu'ils ne sont pas prêts à vivre sans. Très bien, moi, je l'accepte. Et j'essaye de trouver du coup un intérêt commun. J'espère que j'ai répondu à la question et que c'était le bon slide, donc je reviens un petit peu avant. Hop.
De toute façon, je regarde les commentaires en direct. Si j'ai quoi que ce soit en plus, je te le partage. Là, je le fais dans l'ordre de, comment dire, l'ordre d'arrivée des questions. Je vais Là, du on a coup une revenir question sur le de QR code. Goen. Je suis désolé si je prononce mal. Marilyn, est-ce que tu fais des journées de formation pour apprendre les ateliers de manière concrète sous forme de workshop? Alors c'est marrant que tu dises ça, Goen. Je pense que je vais créer ma formation. Donc justement, dans les commentaires, si vous souhaitez être formé par moi, eh ben, probablement que je vais préparer une formation et que j'aurai besoin de 10 cobayes. Donc bien sûr, ce sera payant, mais comme ce sera ma première formation, ce sera un tarif tout à fait raisonnable. Parce qu'il est vrai que j'ai beaucoup d'expérience. Moi, je suis coach en développement pro et perso et que j'ai des facilités en communication parce que j'ai beaucoup pratiqué. Et je suis persuadée que tout le monde, avec des motivations et les bons outils, peuvent y arriver. Et j'ai des personnes qui me disent, Marine, ils sont super tes outils, mais quand même, pour arriver à ton niveau, il y a du travail. Alors ça, pour moi, c'est une croyance limitante. Moi, je suis persuadée qu'on peut tous y arriver. Et d'ailleurs, sinon, je ne serais pas coach pro. Et j'ai des personnes qui viennent, qui disent, moi, j'y arriverai pas. Et en quelques séances, ils y arrivent. Mais c'est vrai que ça demande que je les coach. Ça demande un rapprochement. Donc, s'il y a au moins 10 personnes qui seraient tentées pour payer avec une somme raisonnable une formation, pas de problème, je fais la formation. Cool. Alors, vous me laissez le temps de Alors, la préparer quand même. je n'ai pas d'autres questions. En tout cas, j'ai pas l'impression. Alors, beaucoup de, comment dire, beaucoup de bravo pour toi, Marilyn. Je te laisserai Ah, bah retrouver tout ça merci. dans les commentaires. Euh, alors, pour ma voix, tout le monde, c'est surtout le matos de Will of Dev qui fait ça. J'y suis pour rien. Marilyn, est-ce que tu seras un petit peu sur la map aujourd'hui? Oui, bah oui, je vais me balader, je vais me promener. Cool. Et puis, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Ok. Et merci à tous et merci pour vos feedbacks que vous me ferez sur Roti ou pas. De toute façon, c'est vous, vous êtes libre. Merci Et beaucoup, merci Marilyn, merci à tout le monde qui ont laissé leurs commentaires et leurs questions. C'est vraiment super. On a choisi de commencer un petit peu en avance parce que quand on peut, on essaye de le faire. On profite aussi de la technologie YouTube qui nous permet de revenir un peu en arrière. Donc si vous en avez besoin, allez-y. Hein, un peu comme sur Molotov TV, etc. On peut revenir reprendre au début. Donc c'est un peu la même chose aujourd'hui. Donc ça c'est top. Profitez-en. On va reprendre notre activité. Enfin, on va reprendre le programme, pardon, à l'heure qui est bien affichée, donc à savoir 10h30. Vous allez avoir les premières animations dans différentes salles de conférences et workshops. Donc n'hésitez pas, entre deux, mettez-vous à votre aise, hein, buvez un café, rencontrez les gens, papotez, découvrez la map, rencontrez Marilyn également, et puis j'ai envie de dire voilà, à tout à l'heure. à tout Merci à l'heure. Marilyn, Et à merci tout à à l'heure. Gilles aussi. Merci, au revoir. Salut.